Et bienvenue à tous, on est de retour sur ce beau plateau. J'aime beaucoup ce geste que tu fais. Namasté. Namasté. Ah, tu es dans une, Tout à fait. dans une humeur paisible. Bah écoute, c'est 30 ans, tu vois, il y a un moment où c'est l'âge de la sagesse, ou le début de la sagesse, donc namasté. Ça y est, c'est aujourd'hui le début de la sagesse pour toi, parce que je ne l'avais pas vu juste avant. C'est aujourd'hui. Non, c'est ce soir, à partir de 17h, on devient très sage. 11 janvier. Alors, deuxième journée de cette 14e université. Tu es bien meilleur que moi en maths. 2 x 14, 28. On est 2 en plateau, 30, effectivement. C'est ça, on y est C'est les presque. 30 ans. C'est les ça, 30 plus ans. deux, ouais. Et on est ravis d'être avec vous. On a passé hier une après-midi passionnante sur le thème du défi sociétal. Alors là, on est dans le dur. Cet après-midi, c'est le défi financier. Tu vas nous en parler dans un instant. Mais qu'est-ce que tu attends, en 3 mots, de cet après-midi ? Alors, on a eu une année 2023 qui a été un chamboulement extraordinaire au niveau des allocations d'actifs et au niveau du conseil même, du conseil en gestion de patrimoine. Donc cet après-midi, je veux surtout un éclairage sur 2024. Ouais. Soit on rassure sur certains aspects, on parlera beaucoup d'immobilier, soit on continue dans une vague qui est celle des produits structurés, mais en gros, il faut qu'à sortie à 17h, on ait une feuille de route qui soit assez claire sur ce qu'on va proposer aux clients. On a besoin de comprendre, on a besoin de pédagogie, et c'est donc sous le signe de la pédagogie que s'inscrit cet après-midi, dont voici tout de suite le sommaire. Au sommaire aujourd'hui, donc, le défi financier. Vous l'avez bien compris, et le programme, vous allez le voir, est riche, mais on finira à 17h. Premier débat à 14h, 2023. A-t-elle été l'âge d'or des structurés ? Première interview de l'après-midi avec Primonial REM à 14h35, 14h50, 2024. Les Jeux, les JO bien sûr, sont-ils faits ? Deuxième débat de l'après-midi, nouveau monde obligataire, quel défi et opportunité, ce sera à 15h05. Et puis notre deuxième grand témoin, Cédric O, l'ancien secrétaire d'État au numérique, qui sera avec nous. 16h30, les structurés, quelles allocations pour 2024 ? Créer de la valeur immobilière en SCPI sur 2024, ce sera la 8e interview et dernière en l'occurrence de cette riche après-midi. Bon live à tous, on est en direct pendant 3 heures, on tâchera de finir à 17h cette fois. On a un tout petit peu débordé hier, mais là on va tenir les temps. Défi financier, tu as commencé à nous en parler. Pourquoi est-ce que c'est aussi important ? Et si on se projette d'ailleurs sur cette année 2024, année incroyable, année d'incertitude à l'échelle géopolitique mondiale. Ah oui, tout à fait, parce que entre récession, pas récession, baisse des taux, pas de baisse des taux, on continue sur l'inflation, enfin encore de l'inflation ou pas beaucoup d'inflation. On a 2 segments qui se sont complètement détachés en termes d'allocation d'actifs sur 2023. L'immobilier qui a eu une année, on va dire, gris foncé, ou gris moyen. Donc, ça n'a pas été les années noires qu'on a pu connaître au milieu des années 90. Qui pourrait redevenir gris clair d'ailleurs, parce que je lis que les taux pourraient commencer à descendre. Tout à fait. Donc, justement, par rapport à ça, est-ce qu'on revient sur cette classe d'actifs aujourd'hui sur 2024 ? Faut-il encore attendre un peu ? Les produits structurés de l'autre côté, ça sera les 2 focus de la journée. Produits structurés qui, on va leur poser la question, mais est-ce que ça a été la meilleure année des meilleures années sur 2023 ? Est-ce que par rapport à ça, est-ce qu'on continue à investir sur ce type de support qui ont été très très présents sur les allocations d'actifs en 2023 ? C'est les questions d'aujourd'hui et je veux qu'à 17h, on sorte avec une feuille de route qui soit claire pour les conseils. Bon, si même toi, tu as besoin de comprendre un certain nombre de choses, c'est dire le niveau d'attente de cet après-midi. Et c'est sûr qu'on profitera pour faire beaucoup de pédagogie justement par rapport à tout ça. Oui. Je suis là pour ça, puisque comme tu le sais, il y a pas mal de choses qui m'échappent dans ce genre de débat, donc je demanderai en permanence des précisions. Premier débat donc sur les produits structurés. Est-ce que 2023 a été l'âge d'or ? C'est à suivre juste après, et vous le savez depuis hier, une petite page de pub. En réalité, les deux, nous avons toujours de très fortes convictions dans la gamme immobilière. Concernant le private equity, nous avons la volonté de poursuivre le développement de cette gamme en proposant de nouvelles solutions d'investissement. Bien évidemment, le fonds euro article 9. Spirica, courant 2024, va lancer une nouvelle innovation avec le fonds euro article 9, donc un fonds euro objectif impact climat. Les défis 2024 pour Spirica, en réalité, il y en a 3. Le premier, c'est le climat, avec la volonté de Spirica de permettre à nos épargnants d'investir
dans un objectif de lutte contre le réchauffement climatique. C'est la raison pour laquelle, courant 2024, on lance le fonds RO dit article 9 au sens de la réglementation SFDR. Le deuxième défi, c'est toujours poursuivre l'investissement dans l'économie réelle avec la volonté de disposer d'une des gammes les plus larges du marché en private equity au sein de la gamme private. Et le troisième défi, c'est de permettre à nos partenaires distributeurs et également épargnants de pouvoir investir dans des solutions en lien avec le contexte de remontée des taux, avec notamment diverses solutions obligataires ou des produits structurés. Avec ces petits jingle pubs de TF1 qui remontent à quelques années pour Ouais, certains. Ce petit côté vintage qui fait quand même du bien. Évidemment, vous posez vos questions, je tâcherai de les transmettre en direct et puis vous allez être sollicité un certain nombre de fois comme hier pour des sondages 2023, âge d'or des produits structurés. Je suis sûr que tu as envie d'avoir une réponse claire, nette et précise à cette question. C'est notre premier débat et pour en parler, je vous demande d'applaudir puisque nous avons un public à nouveau, Benjamin Cazenave et Fabrice Deloncle, qui reviennent sur ce plateau puisque vous étiez là hier. Ça y est, vous êtes des vieux briscards en quelque sorte du plateau. Il n'y a même plus le cœur qui bat juste avant d'arriver. La routine. Encore un petit peu, ouais. Mais on s'y habitue presque. On s'y habitue. Ben voilà, parce que Philippe est très sympa et donc il vous accueille avec beaucoup de gentillesse et de bonhomie sur le plateau, évidemment. Et pourtant, il a plein de questions à vous poser. Il me l'a dit juste avant. Donc voilà. On va tout de suite lancer notre sondage en ligne. Tu me diras après pourquoi ce thème est aussi important à tes yeux, Philippe. Mais on lance le premier sondage. Est-ce que vous pensez utiliser davantage la classe d'actifs produits structurés en 2024 qu'en 2023 ? On voit qu'il y a certaines réponses qui ont commencé, et c'est le oui pour l'instant qui se détache. Oui, non, les volumes seront probablement les mêmes. Pourquoi ce thème, Philippe ? 2023, ça a été une année record. Je crois qu'on est à plus de 1600 produits structurés référencés chez nous. Il y a 2-3 ans, on devait être à 500 ou 600. Donc les volumes ont considérablement augmenté. Énormément en compte titres, c'est les 2/3, voire les 3/4 du volume. Et donc on arrive à un moment où cette classe d'actifs qui est de plus en plus importante dans les allocations d'actifs prend une part vraiment considérable en 2023 et je pense que c'est aussi une année record pour vous. Exactement, c'est une année record chez Adequity puisqu'on collecte cette année 2 milliards d'euros sur les produits structurés, donc on peut dire que c'est notre plus belle année, dont plus d'1 milliard d'euros sur un sujet assez prépondérant en ce moment, à savoir les produits à capital garanti. D'accord, donc ça a été vraiment la thématique de 2023 qui a pris le lead. Exactement, et on espère que ce sera celle de 2024. Et juste une question par rapport au périmètre, c'est l'émission même d'Adequity ou c'est aussi les CIF qui font appel à la Société Générale pour… Alors là, je ne parlais uniquement que des chiffres Adequity. Donc du coup, ça veut dire que c'est encore plus important. Philippe est tellement pressé d'entamer le débat qu'il oublie qu'il y a d'abord un top chrono, et on va le relancer, vous l'avez vu hier, donc vous êtes habitués en tout cas à cette idée. Donc en 1 minute, vous allez répondre chacun à cette question très simple, qu'est-ce qu'on doit retenir de l'année dernière et comment vous vous projetez sur cette nouvelle année. Peut-être demander à Fabrice de débuter du coup, puisque tu as pris la parole. Attention, il y a un chrono, il faut le respecter. Top chrono. Ça marche. Donc l'année dernière, moi je retiendrai principalement 2 points. Le premier, c'est une appétence au global qu'on n'a jamais vue aujourd'hui sur les produits structurés. On le voit beaucoup dans les émissions, dans les débats, dans les séminaires. Ça prend une place très importante dans les discussions. Ça se traduit aussi beaucoup dans les chiffres. La collecte aujourd'hui des produits structurés en France, en distribution, c'est 30 milliards. La collecte CGP, c'est 10 milliards. Donc c'est un chiffre qui augmente d'année en année. Et la part des CGP dans la distribution aussi augmente. Donc beaucoup d'intérêt pour la classe d'actifs. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est, on en parlait, c'est la partie taux. Une transformation de l'offre produit grâce à un environnement aussi qui nous le permet. Mais l'essor des produits garantis, on faisait 0 produit capital garanti il y a 2 ans. Aujourd'hui, ça représente à peu près 30 ou 40%. Donc voilà, deuxième élément. Et 2024, il reste 10 secondes. Et 2024 pour terminer, on va essayer de s'adapter. Les taux sont en train d'évoluer dans une direction. Il y a encore de la place pour ce type de produit. On va essayer de continuer et d'autres solutions aussi en parallèle. Et voilà, pile 1 minute. Merci beaucoup. Benjamin, on fait exactement la même chose. Top chrono. Alors j'aurais pu dire tout comme Fabrice, ça serait bien plus facile. Oui, mais ça prend moins d'1 minute. Exactement. Donc, ceci étant, tu aurais le record du plus top court. chrono le plus court. J'avais su, j'aurais fait un petit peu plus. Bon, on t'a pris 10 secondes, donc tu C'est vois, pas grave, on t'aide il en un reste petit peu. encore 50 ou 40 secondes. C'est ça. Adequity, comme je vous le disais, plus belle année que nous ayons pu faire en termes de collecte sur les produits structurés avec 2 milliards d'euros, dont plus d'1 milliard d'euros sur donc plus de 50% de notre collecte sur les produits à capital et à coupon garanti. On observe forcément
le poids de ces produits structurés dans l'épargne des Français, qui est clairement sur un trend très, très ascendant. Et également, à noter, en ce moment, on voit des difficultés parce qu'il y a un marché très compliqué de certains gérants traditionnels à générer de l'alpha, c'est-à-dire à battre le benchmark. Nous, notre classe d'actifs, finalement, c'est un moteur de performance et une formule. Donc, on va essayer de continuer en 2024 avec beaucoup de simplicité comme ça. Et tu as quand même 10 secondes d'avance. Merci. On va lancer la battle dans un instant. Moi, j'ai une question vraiment idiote. Pourquoi 2023 ? Pourquoi est-ce qu'il y a eu une telle bulle autour des structurés en 30 secondes pour ceux qui ne connaissent rien à la finance? Alors, la bulle sur les structurés, elle est due à deux choses en 2023. La première chose, c'est tout simplement qu'on a de plus en plus d'initiés aux produits structurés en face de nous. Les conseillers en gestion de patrimoine ont clairement un niveau de connaissance qu'on n'a jamais vu dans le passé sur cette classe d'actifs. Et puis enfin, en deuxième point, ce qu'on vient de dire depuis quelques minutes, la hausse des taux d'intérêt qui nous a permis d'ouvrir le portefeuille finalement au capital garanti. D'accord, donc c'est la conjonction des deux phénomènes. Oui, et pour compléter, on bénéficie aussi d'un historique de performance on parlait de l'alpha sur d'autres classes d'actifs. Aujourd'hui, là, si on regarde sur une dizaine d'années, les produits structurés performent. Et pour qu'on ait un attrait comme on l'a aujourd'hui, il faut absolument qu'on ait de la performance. On l'a eu sur les 5-10 dernières années, notamment dans des années compliquées comme 2020. On a réussi à générer de la performance alors que les taux à l'époque étaient à zéro d'ailleurs, donc à comparer aussi avec cet environnement-là. Et le défi, donc, ça sera de continuer à tirer la classe d'actifs vers le haut en 2024. Maturité, taux d'intérêt, performance, c'est ce qui explique ce succès sur les structurés. La battle à venir juste après la pub. En réalité, les deux, nous avons toujours de très fortes convictions dans la gamme immobilière. Concernant le private equity, nous avons la volonté de poursuivre le développement de cette gamme en proposant de nouvelles solutions d'investissement. Bien évidemment, le fonds euro article 9. Spirica, courant 2024, va lancer une nouvelle innovation avec le fonds euro article 9, donc un fonds euro objectif impact climat. Les défis 2024 pour Spirica, en réalité, il y en a trois. Le premier, c'est le climat, avec la volonté de Spirica de permettre à nos épargnants d'investir dans un objectif de lutte contre le réchauffement climatique. C'est la raison pour laquelle, courant 2024, on lance le fonds euro dit article 9 au sens de la réglementation SFDR. Le deuxième défi, c'est toujours poursuivre l'investissement dans l'économie réelle avec la volonté de disposer d'une des gammes les plus larges du marché en private equity au sein de la gamme private. Et le troisième défi, c'est de permettre à nos partenaires distributeurs et également épargnants de pouvoir investir dans des solutions en lien avec le contexte de remontée des taux, avec notamment diverses solutions obligataires ou des produits structurés. Voilà, on se retrouve en direct pour la battle qui démarre sous ta baguette, mon cher Philippe. Eh bien, écoute, je crois que c'est votre première battle sur un plateau de téléfoot. Je crois que vous êtes plus habitués au terrain de tennis, non, tous les deux? Oui, mais on ne va pas trop en parler. Vous n'allez pas trop en parler. Qui gagne au tennis? Ouais. C'est celui qui dit on ne va pas trop en parler. D'accord. Qui feint la modestie, évidemment. On ne va pas en parler, ça humilierait un tout petit peu mon ami Fabrice. Donc voilà. C'est vrai, il gagne? Ouais, c'était serré, c'était serré. D'accord. La battle. Première question qu'on va aborder rapidement, parce que c'est un thème qu'on a déjà abordé, mais capital garanti en 2024, est-ce qu'on continue à être plutôt assez serein sur ce genre de choses? Est-ce que je vais même aller au-delà, est-ce que les capital garantis va permettre aussi de sortir des choses qui peuvent être parfois plus simples pour les clients? Bon, je peux commencer peut-être. Oui, en termes de simplicité, on en parlait sur la première partie de débat. On a une classe d'actifs simple, et elle fonctionne aussi parce qu'elle est simple à expliquer. Comment on va l'utiliser? C'est pas si simple que ça quand même. Ouais, il ne faut pas rentrer trop dans la mécanique de la construction. Non, mais c'est une logique, nous on la maîtrise, on en parle pas mal, mais in fine, ça reste des produits, qu'on peut expliquer facilement, clairs, avec une formule claire, donc il faut que ça continue. Et les produits garantis, ça va être le sujet de l'année prochaine, comment on les utilise, mais ça doit continuer à mon sens. Benjamin? Il y a clairement les taux baissent, ça c'est une certitude. On le voit, c'est assez lisible. Malgré tout, il y a une fin de vague à surfer. Il va falloir qu'on propose aux conseillers en gestion de patrimoine des solutions pour la surfer. Alors, on avait des coupons garantis qui étaient, pour entrer dans du concret, autour de 5-6% l'année dernière. On sera peut-être cette année autour de 4-5%. Je rappelle qu'il y a un an, le 4-5% était encore très très bien accueilli par la clientèle, par rapport aux dépôts à terme, aux fonds euros, etc. Tout à fait. Et si on doit comparer juste 2 secondes avec l'inflation, parce que le défi du conseil en gestion de patrimoine, c'est de battre l'inflation pour que le client ne perde pas en épargne, enfin ne perde pas de valeur d'épargne.
Bien, en fait, on peut en déduire que si on continue, nous, à être assez agressifs, nous, banque d'investissement, sur l'offre capital garanti et coupon garanti, vu l'inflation qui est en train de baisser, on va pouvoir enfin battre l'inflation. Ce qu'on n'arrivait peut-être même pas à faire l'année dernière avec des taux plus élevés sur nos produits à capital garanti. Ouais. Mais ce qui veut dire que les produits de taux qui ont été faits sur 2023 seront pour le coup sur une rentabilité qui sera meilleure que celle de l'inflation. Et donc du coup, il y aura un vrai gain pour le client. Bien évidemment. Juste une question très grand public, est-ce que la baisse des taux d'intérêt est durable? Parce qu'on a l'impression qu'il y a eu des cycles un peu chaotiques ces derniers temps. Est-ce que ça pourrait, dans 6 mois ou 1 an, remonter? Alors, On ne sait pas, bien sûr. aujourd'hui, d'ailleurs, on a une baisse des taux de marché. Les banques centrales n'ont pas encore amorcé complètement Ouais. le mouvement. On estime qu'il devrait arriver plutôt à mi-année 2024. Donc, on est sur une courbe, clairement, qui va dans ce sens-là, avec des taux de marché qui ont commencé à baisser. C'est d'ailleurs pour ça qu'on adapte l'offre produit, et notamment sur les produits garantis. Et peut-être avec un second cycle de baisse, dans un second temps, une fois que les banques centrales auront réellement impacté leur baisse concrète. Benjamin? Pas grand-chose à rajouter là-dessus. Effectivement, on voit un trend baissier. Alors, je pense qu'il y a des économistes mieux placés que nous pour dire ce qu'ils pensent que vont faire les taux d'intérêt dans les années à venir. Nous, notre challenge, comme je disais, ça va être de continuer à se battre pour servir nos clients avec des taux élevés. Bon, deuxième question de cette battle, je sais qu'elle est chère à Philippe, donc on va prendre le temps de la traiter. Comment on appréhende les nouvelles formules comme ces fameux produits à décrément? Alors d'ailleurs, la première fois que tu m'en as parlé, j'ai cru qu'on parlait de crément de Bourgogne ou de choses comme ça. Déjà, qu'est-ce que c'est un produit à décrément pour qu'on comprenne bien? Alors, un produit à décrément, Société Générale a fait cette innovation il y a maintenant de nombreuses années, de mettre un décrément dans un indice, par exemple. Alors, de manière très simple, il y a beaucoup de mathématiques dans ce qu'on fait, mais il y a des manières aussi très simples d'expliquer les choses. C'est bien parce qu'il y a ma maman qui écoute et j'aimerais bien qu'elle comprenne. Philippe, je vais faire de mon mieux. Quand on fait un produit structuré, tout le monde est d'accord pour dire que les dividendes ne sont pas perçus par l'investisseur. C'est la banque d'investissement qui les garde. D'accord ? Plus elle prévoit de garder des dividendes pendant de nombreuses années, plus forcément elle va être capable de rémunérer la personne qui achète le produit structuré, puisqu'elle va recevoir de l'argent d'un côté, elle sera plus capable d'en donner sur le produit structuré. Le problème que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, un trader, il sait à peu près ce que devraient payer les dividendes sous 1 an, 2 ans, mais sur des produits à maturité 10 ans, c'est très compliqué à appréhender. Donc, ce qu'on a décidé de faire chez Société Générale et qui a été ensuite répliqué par pas mal de banques, c'est de dire, voilà, le dividende, on va plus se poser de questions, on va le bloquer à 50 points. Comme ça, nous, on sait qu'on aura 50 points tous les ans en tant que structureur pour construire un produit, et ça donne des couples rendement-risque qui sont assez extraordinaires, à vrai dire. D'accord. Oui, bah, c'est sur la partie pédagogie, je pense qu'on a fait, enfin sur la partie explication du mécanisme, c'est très clair. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une offre pléthorique d'indices à décrément, avec des indices diversifiés, peut-être d'autres plus sectoriels. Donc, c'est plein d'opportunités, mais c'est aussi beaucoup de pédagogie, parce que derrière, il y a des risques supplémentaires. En contrepartie, ça nous permet de maximiser les formules. Et c'est là où il faut être vigilant, c'est là où on essaye d'accompagner nos partenaires, c'est que ces indices-là créent de la valeur dans la formule des produits. Et il faut décider sur quels paramètres de la formule on va réinvestir ce gain de pricing, comme on appelle en salle de marché, mais ce gain de formule. Voilà. Ouais. Donc, Ça a l'air- ouais. Pardon. soit on le réinvestit sur la garantie pour le client, soit on réinvestit sur le coupon ou la rentabilité Exactement. du client Alors, ou sur la rémunération de distribution. exactement. Première solution, naturellement, on va augmenter le coupon. C'est la solution naturelle. À mon sens et à notre sens, c'est qu'aujourd'hui, on a assez de valeur justement pour pas uniquement réinvestir dans le coupon, mais plutôt le réinvestir de façon équilibrée. Pourquoi pas dans des barrières de rappel dégressives? On est sur des marchés qui sont plutôt hauts après ce qui s'est passé sur la fin d'année dernière. Donc, pourquoi pas maximiser le remboursement anticipé des produits avec des barrières dégressives ou plus de protection, ou alors du détachement, par exemple, de coupons dans la baisse. Vas-y. J'ai 2 questions par rapport à ça. C'est est-ce que le risque, alors plus exactement l'évolution de la valeur du produit structuré, donc la valeur liquidative, du coup a un impact ou varie de manière assez importante en fonction de si le CAC 40, par exemple, distribue plus de coupons, moins de coupons, monte, baisse. Est-ce que cet indice fonctionne exactement de la même manière ou pas? Alors, si en comparant l'indice à décrément par rapport à l'indice traditionnel, c'est C'est ça? ça. Oui, bah, le mécanisme, comme disait Benjamin, on va isoler un paramètre qu'on avait du mal à anticiper, à appréhender, c'est le dividende. Et donc, du coup, on réinvestit la valeur du dividende versé par les entreprises
dans l'indice, en contrepartie du décrément. Donc forcément, plus le dividende est important, plus l'indice performera en relatif. D'accord. Mais le risque, c'est s'il y a une baisse des dividendes, qu'on puisse se retrouver avec une valeur liquidative qui baisse de manière plus importante que… Tout à fait. C'est pour cette raison-là qu'on va utiliser des mécanismes, non pas dans l'indice, mais plutôt dans la formule, notamment avec des barrières dégressives, par exemple du détachement de coupons, qui vont nous permettre d'atténuer potentiellement une baisse ou une petite sous-performance de l'indice par rapport au benchmark par la formule. Il ne faut pas oublier qu'un structuré, c'est vraiment un couple formule sous-jacent. Pour que ça fonctionne, il faut que les deux fonctionnent et il faut du coup adapter la formule à ces indices-là. Et j'ai une question pour toi, Benjamin, c'est est-ce que c'est pas trop compliqué pour un client, un investisseur? Il faut savoir que sur un produit structuré n'est déjà pas destiné à tous les clients, en fait. Ouais. Donc déjà, il faut, et ça c'est notre rôle vis-à-vis des CGP et les CGP vis-à-vis de leurs clients finaux, de savoir à quel client on peut proposer quel type de structure. Je rappelle qu'il y a également des notions de marché cible, où nous on indique quand même quand on traite un produit structuré, vers quel type de clientèle ça doit être destiné. Oui, alors ce qui est très marqué en compte-titre avec une réglementation qui est quand même assez claire là-dessus, moins en assurance vie. La chance qu'on a aujourd'hui en assurance vie, malgré tout, c'est de pouvoir déployer énormément de formules, avec plus ou moins de simplicité, plus ou moins de complexité plutôt, et également pareil sur les sous-jacents. On a des indices à décrément qui sont très simples. Je citerai l'Euro iStocks par exemple, qui est le cousin de l'Eurostox, et on en a qui sont plus complexes peut-être pour les CGP / clients plus initiés. J'ai des questions de clients que je suis potentiellement. Qui décide de cet indice à décrément? Qui le fixe? Comment est-ce qu'il fonctionne tout simplement? Si j'arrive et qu'on me parle d'un indice à décrément, le temps que je comprenne exactement de quoi il s'agit, qui est celui qui fixe cet indice? Qui le construit? Oui, qui le construit. Oui, alors en fait, ce sont les banques d'investissement qui vont construire ces indices. Chaque banque décide de son propre indice qui lui est propre. Mais c'est important, ce n'est pas quelque chose qui est extérieur comme on a les cours de l'action. La deuxième question, pareil, est toute simple. Quel est le risque qui pèse sur un indice à décrément? Parce que tout à l'heure, on avait le sentiment que c'était quasi une formule magique, qui avait un niveau de protection extrêmement important. Quelle est l'épée de Damoclès? Je présume qu'il y en a une automatiquement. Il y a forcément un risque supplémentaire puisqu'il y a des rendements qui sont offerts, qui sont supérieurs aux indices que nous on appelle vanille, à savoir simple, comme l'Eurostoxx ou le CAC 40 par exemple. Le risque, c'est que les dividendes soient coupés. C'est-à-dire que clairement, il n'y ait plus de dividendes réinjectés dans l'indice et que ces indices soient en train de prélever tous les ans des points ou des pourcentages. Mais comme le disait Fabrice, et ce qui est très important de souligner, c'est qu'aujourd'hui, on va parler du risque, c'est très important, mais aussi parler de ce que ce risque entraîne comme supplément de rentabilité, et de protection. Fabrice, tu voulais rajouter Oui, tout à fait. Pour compléter, on parlait de l'aspect décrément, donc le retranchement d'un dividende fixé. Et on parlait aussi des indices thématiques. Donc il faut aussi, en face de ce décrément de dividendes, regarder sur quel secteur potentiellement on va investir. Il y a des secteurs qui versent plus ou moins de dividendes. Donc pour appréhender le produit, il faut qu'on ait en tête, et ça c'est notre boulot à Benjamin et moi, c'est d'orienter les clients en leur disant attention, peut-être sur ce secteur-là, c'est un secteur qui distribue peut-être un peu moins de dividendes. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose de faire des produits sur ce secteur-là, mais en tout cas, il faudra l'avoir en tête, en tout cas quand on construit la formule. Alors, avant de passer au défi CGP, sauf si tu as d'autres questions, une question qui nous vient de Charles Saint-Sauveur qui dit « Doit-on s'attendre à devoir trouver des alternatives aux produits à capital garanti en délivrant des coupons sans condition au bout de 2 ou 3 ans ?» Alors, donc sans condition au bout de 2 ou 3 ans, effectivement, dans tous les produits que nous avons mis en place l'année dernière, la majorité, qu'on appelle les notes taux fixes, qui sont finalement des obligations rappelables, nous avons plusieurs solutions. Nous avons la possibilité d'avoir un produit où le rappel peut avoir lieu dès la fin de la première année. C'est-à-dire qu'au minimum, le client pourra bénéficier d'1 année de rendement et le produit s'arrêtera et le client récupérera son capital garanti. Mais nous avons également construit des produits où le premier rappel peut arriver par exemple à la fin de la 4e année. Et ça, c'est un argument très fort par rapport au dépôt à terme ou au fonds euro, puisqu'on sait que et le fonds euro et le dépôt à terme pourront peut-être souffrir s'il y a une future baisse des taux. Nous, dans 3, 4, 5 ans, avec ces formules-là, et cette question qui est excellente que pose Charles, eh bien, nous serons encore en train de délivrer du 4,5, 5, 5,5. Clairement, la valeur ajoutée des produits est de pouvoir figer aujourd'hui des conditions de taux à horizon plutôt moyen ou long terme. Et d'ailleurs, on sera moins efficace, je pense, sur la classe d'actifs sur des produits 1 ou 2 ans. On ne va pas pouvoir se battre. En revanche, il y a un réel intérêt à aller chercher un petit peu plus loin pour justement figer un environnement qui est plutôt favorable. Il était encore plus l'année dernière, il l'est toujours.
Donc essayons encore d'en profiter un petit peu. Tu as une dernière question ou on peut clore cette battle et lancer le défi on va lancer CGP? le défi. Alors lançons le défi CGP. Je te laisse te mettre dans la peau d'un CGP. Il y a une question à vous poser. Voilà, la promesse de Norcia que j'ai rappelée hier matin en introduction, c'est d'avoir des produits différenciants pour ses clients et face aux acteurs traditionnels du conseil. Donc la question est très simple. C'est moi, conseiller en gestion de patrimoine, que puis-je proposer demain de différenciant avec vous? Alors, l'innovation, c'est un pilier de la Société Générale. Donc, c'est forcément quelque chose qui nous tient énormément à cœur, tout comme la présence aux côtés de nos partenaires, comme je le disais hier. En revanche, nous sommes sur une classe d'actifs qui est très mature. Donc, il ne faut pas non plus faire de l'innovation à tout prix. Il ne faut pas non plus faire de l'innovation pour complexifier les choses. Je pense que l'innovation peut être très simple. Et 2 exemples très concrets, parce que je sais que les Norcia Boys, finalement, sont très en attente de choses concrètes. And Girls, il y a Julia qui est juste derrière toi. Elle a eu un petit sourire quand tu as dit Norcia Boys. En fait, il y a plusieurs manières de faire de l'innovation sur les produits structurés. La première manière, c'est de se diriger vers de nouvelles thématiques. On développe énormément tout ce qui est cybersécurité et intelligence artificielle en ce moment, avec des indices à décrément sur ces sujets-là. On a énormément de demandes là-dessus. Mais il y a également des innovations que nous pouvons trouver dans les structures même, dans la manière de construire le produit. Et là, par exemple, pour parler de concret pour les boys et les girls, on va proposer bientôt un produit qui va permettre de couvrir les portefeuilles clients. Vous savez que les portefeuilles clients, en général, gagnent de l'argent quand les marchés montent, ils sont plutôt indexés à la hausse, et en perdent quand ça baisse. J'apprends pas trop grand-chose à ce niveau-là. Ce qu'on va proposer, c'est un produit structuré où on va dire, on ne va pas rappeler le produit quand le marché monte et délivrer du coupon quand le marché monte, mais on va faire l'inverse. On va dire par exemple que si l'Eurostoxx fait moins 15%, eh bien on va arrêter le produit et donner un coupon par exemple de 5% au client. Et si par hasard le marché continue à monter et que mon produit ne rappelle pas, eh bien déjà le client sera content puisque tout son portefeuille va monter et mon produit reste quand même capital garanti. L'industrie du produit structuré est sans fin. Oui, apparemment, oui, effectivement. Fabrice. Non, moi je suis aligné sur ce principe-là d'innovation dans la simplicité. Il ne faut pas complexifier. D'ailleurs, la classe d'actifs, on le voit depuis 5-10 ans, n'a fait que se simplifier de par la réglementation, mais aussi de par la pédagogie et un besoin d'aller vers des produits plus simples. C'est quelque chose qui fonctionne. Donc moi, je vois 2 gros axes. Le premier, c'est continuer à surfer sur un environnement de taux qui est encore bon pour faire des produits. Je pense à un produit qui permet de jouer une baisse des taux. On connaît l'autocall, le produit autocall, le produit phare. On connaît les produits. C'est quoi un autocall d'ailleurs Alors un autocall, c'est un produit. En quelques mots, pédagogie à nouveau. Séquence pédagogie à nouveau. Ah bah c'est le cœur en plus du produit structuré. L'autocall, c'est un produit qui peut être remboursé avant la maturité maximale en fonction d'une certaine condition. La plus connue étant celle d'une performance positive de notre sous-jacent. Alors ce produit dont je vous parle, c'est un produit qui, à l'inverse des autocolls plus traditionnels et capital garanti, donc on essaye d'avoir un petit peu le meilleur des deux mondes entre un produit capital garanti et un autocoll, mais qui ne sera pas lié à un indice action, il sera plutôt lié au niveau des taux d'intérêt. Alors, j'ai une question pour tous les deux sur les autocolls. Sur les autocolls, il y a donc un upfront qui est calculé au départ, donc une commission de distribution qui est versée en one shot d'un coup. Et souvent, c'est un peu décrié le fait de verser une commission sur un produit qui finalement ne reste qu'un an. Enfin, il y a une commission qui est calculée sur la maturité de 10 ans et en fait qui peut être versée au bout d'un an, c'est 4%. Les autorités de tutelle peuvent dire « Ah, ben oui, mais le client, certes, il a gagné de l'argent, mais s'il avait gagné 4% de plus, il aurait eu beaucoup plus. » Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, déjà, de base, on ne peut pas savoir combien de temps va durer un produit structuré. Donc ça, c'est déjà l'hypothèse de base. Effectivement, il y a de la rémunération upfront sur les produits structurés, mais nous savons également, nous, banques d'investissement, BNP ou Société Générale, mettre en place de la rémunération running. Donc rémunération sans que si le produit rappelle au bout d'un an, eh bien, le partenaire aura touché une partie de son upfront. Si le produit continue à durer, il pourra toucher son upfront au bout de la 2e, 3e, 4e année. Est-ce que ça ne serait pas plus logique d'avoir une rémunération sur cours que rémunération sur upfront sur les autocolls? Oui, après, l'un n'empêche pas l'autre. On parlait de la réglementation, etc. Aujourd'hui, pour toutes ces rémunérations-là, on suit quand même des process et des règles qui sont quand même... On est un des rares secteurs d'activité où on nous demande autant de transparence sur les frais. Aujourd'hui, on a des kills, etc. Ouais, vous êtes un des rares, ou un des derniers sur lesquels il n'y a pas encore de règles strictes sur les rémunérations. Pour l'instant, on a quand même une obligation de transparence qui, je pense, est quand même supérieure à d'autres secteurs d'activité, mais ce qui, je pense, est une bonne chose. À nous de trouver le bon équilibre
entre un produit. Il faut tirer le produit vers le haut. Il faut garder en tête que la performance du produit, ça va être le sujet numéro 1. Et ensuite, mettre en place un cadre clair. Société Générale et BNP, on est sur ces marchés-là depuis aujourd'hui 15 et 20 ans. Donc, on est bien placé justement pour pouvoir fournir au CGP ces éléments-là. Ta conclusion, mon cher Philippe, d'abord, est-ce que tu as appris des choses? Est-ce que tu es au clair? Écoute, très au clair sur l'indice à décrément. J'apprécie, je pense que ça va éclairer aussi beaucoup nos téléspectateurs qui ont aussi des questions par rapport à ça et sur leur fonctionnement. Et je pense qu'il y a quelque chose qui peut être aussi fait en termes de pédagogie sur le fonctionnement, parce que effectivement, sur les clients finaux, certains ne doivent pas être complètement bien au clair ou dans le temps, parce qu'ils oublient, sur ce qu'ils ont, le fonctionnement. Et Donc, Eric Audras, pardon. vous pose la question de la fin, et je te laisserai vraiment conclure juste après. Quand aura-t-on vraiment le détail de tous les coûts des produits structurés, incluant les coûts des options négociées en salle de marché, qui sont les plus importants? Alors, le coût des options négociées en salle des marchés, c'est un vaste sujet. Ce qu'on disait hier, Est-ce que vous ne le calculez pas Si, on le calcule, mais c'est clairement pas si simple que ça. C'est pas un chiffre qu'on peut dire, voilà, il y a 2%. C'est vraiment bien plus compliqué que ça. On a des traders déjà qui prennent finalement une partie de l'argent confié par le client pour couvrir le produit. Ils ne savent pas si le produit va durer 1 an ou 10 ans. Donc, tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que dans le KID, il y a déjà les coûts et que forcément, il va y avoir beaucoup de discussions autour de ce sujet-là en 2024. Et je pense que BNP, Société Générale, sont moteurs sur ces discussions. Non, mais pour compléter tout à fait, aujourd'hui, quand on intègre des coûts dans un produit, c'est des coûts qui sont aussi censés prendre en compte toute la durée de vie du produit. Nous, quand on lance un produit chez BNP ou chez Société Générale, le produit peut durer 10 ans. Donc, les banques vont devoir gérer dans leur book, dans leur livre de compte, entre guillemets, potentiellement ces produits pendant 10 ans. Donc, il y a des risques. On l'a vu en 2020 sur la partie des dividendes, il y a eu des pertes assez élevées sur les dividendes chez les banques françaises. Donc, on est obligé de matérialiser à l'entrée ces risques potentiels. Bon, ils n'auront pas le détail sur les coûts, si j'ai bien compris, c'est trop compliqué. Si j'ai bien... une partie. Mais, ils les ont déjà. Moi, dans le KID, les coûts sont quand même assez clairement indiqués. Mais encore une fois, derrière la mécanique, c'est vrai qu'elle est complexe, mais on fait au mieux pour justement représenter ce chiffre-là. 30 secondes pour conclure. Écoute, non, on a les choses sont claires. Non. C'est vrai que la notion de coût, là où je tempère un peu, je trouve que sur les KID ou DIC, puisque les Anglais sont sortis, du coup, on peut le dire. C'est clairement expliqué, mais je pense que ça pourrait être un peu plus clair sur la manière dont c'est dispatché entre distributeurs et constructeurs. Vous voulez le résultat du sondage, il va vous faire plaisir, puisque pensez-vous utiliser davantage la classe d'actifs produits structurés en 2024 qu'en 2023? Oui à 51%, non 28%. C'est pas encore un score scovitique, mais pas loin. Et 21%, les volumes seront probablement les mêmes, c'est-à-dire en tout cas qu'il y a un vrai optimisme sur cette année qui débute après cette année 2023, dont vous nous avez parfaitement expliqué qu'elle était une année record. Merci infiniment à tous les deux. On peut vous applaudir. Belle année 2024. Du coup. Et belle année 2024. Tiens d'ailleurs, est-ce que vous êtes content de votre pins? Parce que je me dis que ceux qui nous regardent ne comprennent pas peut-être pourquoi on a tous un petit pins. Parce que c'est vintage. Tu as dit que le vintage revenait. Et bien voilà, c'est vintage 1. C'était les années 90 d'ailleurs, beaucoup, 80-90, et c'est pour les 30 ans de Norcia. Donc vous repartez avec votre beau pins. Merci beaucoup. Merci Collector. À tous les deux. On parle immobilier après les produits structurés, juste après une page de pub et la première chronique.